Bienvenue à la conférence annuelle du SIMV édition 2024. Merci d'être venus si nombreux, on est près de 100, pour se retrouver autour d'une thématique qui est l'innovation au service de la santé animale vers une pratique vétérinaire augmentée. Nous aurons 3 temps lors de cette conférence. Le premier, un temps historique avec le professeur De Geers, qui démontrera l'importance du médicament dans le développement vétérinaire et la santé animale. Une seconde partie terrain, avec l'intervention de 3 vétérinaires, Claire Parmentier, Raphaël Guattéo et Annick Valentin-Smith, qui nous feront remonter leur perception et une petite surprise entre les deux. Et le troisième temps, un temps plus industriel, où on vous fera partager l'engagement des industriels pour l'innovation avec l'intervention de 3 présidents de groupe que je laisserai se présenter tout à l'heure. Bonne conférence et à tout à l'heure. Merci Marianne, merci Jean-Louis de me laisser la parole. Alors, petit instant philosophique pour commencer cette conférence du SIMV sur un sujet très vaste, avec un objectif de le traiter en 1 heure, ce qui va être un gros challenge pour nous tous. Et pour commencer, je voulais partager cette citation de Michel Serres que j'ai trouvée qui, pour moi, représente bien le thème du jour. Et c'est une thèse qu'il a défendue en fait toute sa vie, à savoir que l'innovation, ça suppose de sortir des sentiers battus, ça suppose de faire une rupture avec le conformisme. Et je vais le citer, parce que rien de tel que de le citer. L'innovation, c'est sortir du cadre, de ses propres frontières, être en capacité de collaborer avec d'autres domaines d'expertise que le sien. C'est également l'interdisciplinarité qui favorise l'imprévu, l'innovant et la sérendipité. Chaque mot ici, vous allez les retrouver au cours de ce symposium, avec chacun des intervenants que j'aurai le plaisir d'interviewer. Alors, avant d'évoquer les enjeux des innovations pour notre profession et de partager une vision vers le futur, je vais vous proposer de reparler un petit peu de l'histoire du médicament vétérinaire. Et pour ce faire, j'invite Christophe De Geers à se joindre à nous. Alors, je le présente pour ceux qui ne connaîtraient pas, Christophe De Geers, donc directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, également conservateur au musée Fragonard. Vous êtes passionné par l'histoire. En atteste l'ouvrage que vous écrivez, alors qui compte un tel nombre de pages que finalement il va sortir en 2025 aux éditions Actes Sud, sur l'histoire de la médecine vétérinaire. Notre échange, ça va permettre de comprendre comment le médicament vétérinaire a contribué au développement de notre exercice en tant que praticien, mais aussi au développement de l'exercice vétérinaire, mais de la santé animale de façon plus large, et ce qui a permis à la profession aussi d'évoluer. Le médicament vétérinaire, Christophe, il date de l'Antiquité, on pourrait le dire. Il remonte vraiment très très loin. Mais ma question, c'est la suivante. Est-ce que finalement l'histoire du médicament vétérinaire moderne, qui constitue l'arsenal thérapeutique du praticien d'aujourd'hui, finalement, et son industrie, est-ce que c'est finalement récent ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, quand je me suis lancé dans cette aventure d'écriture il y a 8 ans, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur le médicament comme point central finalement de cet ouvrage, qui va être effectivement très volumineux et qui va comprendre une très très large part consacrée aux médicaments. Bon, pour faire simple, au moment où les hippiatres cèdent le pas et que la profession vétérinaire est créée, en 1761, officiellement en 1765, les gens qui sortent des écoles vétérinaires ne sont rien d'autre que des maréchaux. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres moyens que ceux qui sont utilisés par les maréchaux, c'est-à-dire que, en gros, tout s'exprime dans la chirurgie, dans la contention, des gestes qui sont rapides et qui sont précis. Et finalement, qu'est-ce qui se passe pour qu'en 1938, ces mêmes hippiatres, maréchaux experts, empiriques, vous les appelez comme vous voulez, perdent le droit d'exercer et que le monopole soit réservé à la profession vétérinaire ? Entre les deux, on tombe sur le médicament. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est quelque chose qui est relativement récent, finalement, qui a connu des étapes. Je ne vais pas vous les décrire parce qu'il faudrait beaucoup de temps. Mais en gros, il a fallu définir des choses qui n'existaient pas, qui sont
le principe actif, qui est un truc fondamental. C'est une notion qui pour nous paraît évidente, mais qui n'existait pas au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on fait des panacées, on mélange des herbes, on mélange des minéraux, même des matières animales, et puis on se dit qu'avec tout ça, la polypharmacie, ça va bien faire quelque chose. Et notamment, on utilise des toxiques pour leur effet toxique, pour révéler des substances thérapeutiques. Et puis, il faut trouver un principe actif, c'est très compliqué, parce que définir un principe actif. Il faut définir une voie d'administration, et ça, c'est un truc qu'on a complètement oublié. Mais la voie d'administration de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, c'est la voie Pérosse. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut des quantités gigantesques, ça coûte une fortune. De toute façon, l'efficacité est souvent pas au rendez-vous. Quand vous travaillez sur des ruminants, bon, il y a des gens plus qualifiés que moi dans cette salle pour savoir ce que ça donne. Donc globalement, ça ne fonctionne pas. Et il faut une voie d'administration, et la révélation, c'est l'injection. Mais l'injection, c'est un énorme problème intellectuel de mettre dans le corps. Et il a fallu presque 150 ans pour oser mettre dans le corps des produits. D'abord, tout doucement dans la veine, puis après dans les muscles, puis ensuite sous la peau. Voilà. Et pour mettre des produits comme ça, c'est très très compliqué, parce qu'il faut avoir une solution qui ne soit pas trop irritante. Il faut une seringue qui a été inventée à Lyon, à l'école vétérinaire de Lyon, en 1852. Ça, les vétérinaires français l'ont complètement oublié. Il faut une aiguille. C'est un détail, mais c'est un énorme problème industriel de fabriquer un tube métallique pointu et percé d'un canal qui permet d'injecter. Et puis, la dernière chose, il faut une posologie. Et là, on tombe dans tout le problème de l'expérimentation. Donc, il y a eu plein d'étapes, énormément d'étapes, qui ont conduit au développement des premiers médicaments vraiment efficaces qui sont contemporains de la création de la vaccination, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Un médicament que peut-être tout le monde a oublié en médecine vétérinaire, c'est toute la famille des arsénobenzéniques que les gens peut-être les plus âgés de la salle ont connu, puisqu'ils ont été utilisés jusque dans les années 80, qui sont liés à de la chimie de synthèse organique dérivée de l'arsenic. Alors justement, on y arrive, c'est que la formation et le développement de cette industrie, c'est pas mal de le dire. Je pense qu'on peut se permettre de le dire. C'est en tout point comparable à celle de son aîné, qui est l'industrie pharmaceutique humaine. C'est le 19e siècle qui est considéré comme le siècle des grandes découvertes. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Le siècle des grandes découvertes, avec bien entendu Pasteur, Magendie, Claude Bernard. Mais alors justement, est-ce que le développement du médicament vétérinaire, ça permet aujourd'hui à notre exercice vétérinaire de se complexifier? Alors moi, je me remets dans le passé, parce que je connais pas le futur du tout, ou même assez mal le présent, mais concrètement, effectivement, la médecine vétérinaire, enfin les médicaments vétérinaires ont complètement profité des développements de la médecine humaine, et vice-versa d'ailleurs. Et c'est vraiment ce qui a conduit à une efficacité au début du XXe siècle des actes vétérinaires, et qu'il a distingué les vétérinaires avec la police sanitaire, qui est un point fondamental, avec la police sanitaire, et qui a distingué les vétérinaires des hippiatres et des maréchaux. Et c'est ça qui a justifié que le gouvernement, en 1938, décide d'éteindre cette profession, enfin ces professions, parce que c'est des professions multiples. Et ça, c'est lié à des innovations, et je reprends l'expression, enfin la citation que vous avez donnée, à des innovations qui ont pris place au cours du 19e siècle et qui sont liées à l'interrelation entre plein de disciplines. Vous mettez un vétérinaire tout seul, il ne sait rien faire. Enfin, il n'avance pas, globalement. Ce qui fait avancer, et c'est vrai en recherche aujourd'hui, ce qui fait avancer, c'est d'avoir des chimistes, des physiciens, des mécaniciens, des vétérinaires, voilà. Et c'est cette complexité et cet échange qui amène à l'innovation, exactement comme le disait Michel Serres. Et c'est ce dont a profité la profession vétérinaire au XIXe siècle, puisqu'elle s'est accrochée au développement de la médecine humaine. Et finalement, c'est ce que vous m'aviez dit quand on avait parlé ensemble, c'est qu'il y a beaucoup de développement de médicaments, que ce soit en chimiothérapie, qui ont fait aussi, qui sont maintenant dans le milieu vétérinaire, parce que finalement, des vétérinaires ont travaillé sur des molécules en humaines, ont travaillé aussi avec des ingénieurs chimistes, mais il y a eu d'autres innovations qui font lieu à de l'interdisciplinarité. Le mot n'était pas facile à sortir, mais je pense que c'est un mot important. Et finalement, il faut que les vétérinaires s'ouvrent aussi aux autres domaines. C'est ça que j'ai retenu de nos échanges. S'ouvrent aux autres domaines, n'aie pas peur, finalement, de laisser rentrer d'autres spécialistes dans d'autres professions, de façon à pouvoir innover davantage. Mais moi, je pense que même l'innovation, elle ne vient pas du monde vétérinaire. Ça peut être un peu choquant.
Mais concrètement, quand vous avez des développements d'imagerie médicale, ce n'est pas des vétérinaires qui les créent, c'est des physiciens, avec des spécialités, et des ingénieurs avec des spécialités. On profite de tout ce qui apparaît sur le marché pour en faire une déclinaison utilitaire dans notre domaine. Mais par essence, le vétérinaire, quand il n'est resté que vétérinaire, c'est-à-dire dans la période, je dirais jusque dans les années 1830, il a été complètement mis en difficulté. C'est une profession qui a failli s'éteindre, hein. Je rappelle que même encore juste après la Première Guerre mondiale, on a supprimé les concours des écoles vétérinaires parce que personne ne voulait être vétérinaire, parce que c'était une profession qui n'avait pas de moteur. Le moteur est arrivé dans un deuxième temps. Mais oui, donc interdisciplinarité, bien sûr, c'est une évidence. Il n'y a que l'interdisciplinarité qui nous permet d'avancer. Il y avait un mot que vous aviez utilisé quand j'avais eu l'occasion d'en parler avec vous, c'était le mot symbiose, qui est un mot que je trouve vraiment intéressant et dont on reparlera avec d'autres intervenants tout à l'heure. C'est la relation symbiotique que les vétérinaires peuvent avoir avec d'autres personnes. Et donc ces alliances avec d'autres disciplines finalement, hein, qui vont catalyser les innovations. La qualité de vie et la prise en charge de la douleur, ça fait aussi partie, hein, des exigences des industriels aujourd'hui, du médicament, des vétérinaires également, et donc de vous qui représentez l'industrie du médicament vétérinaire, mais également du grand public, que ce soit pour les animaux de compagnie comme les animaux de rente. Est-ce que ça, c'est une preuve tangible qu'il y a eu une évolution de notre métier en lien avec des connaissances dans ce domaine thérapeutique vétérinaire? Je voulais aborder ce point en particulier avec vous, parce que c'est vrai que on parle tout le temps d'algologie aujourd'hui, de prise en charge de la douleur, du bien-être animal. Historiquement, c'est un thème qui n'existe pas, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la douleur animale, comme la douleur humaine d'ailleurs dans certains cas, n'est pas considérée. D'abord, elle ne peut pas être considérée parce qu'il faut des produits pour pouvoir lutter contre la douleur et c'est quand même extrêmement coûteux. Au 19e siècle, surtout sur des animaux, il faut imaginer on dit toujours qu'un cheval, ça coûte 6 fois plus cher en traitement qu'un homme. Donc déjà, il fallait traiter des humains, mais alors traiter un cheval, c'était encore un... Donc le sujet ne se pose pas. Après, il y a un enjeu social autour de la douleur qui est que, et c'est très bien démontré chez les maréchaux, il y a une volonté de montrer sa maestria à contenir l'animal. C'est-à-dire que faire une castration sur un animal à vif, sur un cheval à vif, c'est vraiment quelque chose qui démontre la performance du professionnel. Et c'est pour ça que dans les écoles vétérinaires du 19e siècle, on pratique les fameuses 64 interventions sur le même cheval. Vous imaginez, 64 interventions sur le même cheval avant qu'il soit euthanasié. C'était un martyr abominable qui a soulevé des débats sociétaux majeurs et qui n'a été interrompu qu'en 1878, quand on a accepté, 9 ans après sa création, d'utiliser le chloral, qui est très peu antalgique, d'utiliser le chloral pour commencer à contenir les animaux de façon chimique. Mais moi, je pense que dans la salle, il y a des gens qui parlent mieux de ça que moi, hein. Enfin, je pense que quand j'étais étudiant, on aimait bien que les animaux bougent sous l'anesthésie parce qu'on se disait qu'ils étaient vivants. Il y a envie, ouais. C'est vrai que c'était toujours impressionnant, les premières anesthésies. Les vétérinaires sortis dans les années 50 m'ont toujours raconté que pour les opérations bénignes, la castration en étant une, la contention était bien suffisante et qu'un coup de gardénal, qui est un antihistaminique, hein, permettait globalement de tenir l'animal. Donc c'est une préoccupation qui est extrêmement contemporaine. Elle n'a pas d'existence en dehors de l'actualité, enfin de l'histoire contemporaine. Ce que vous m'aviez dit quand on avait préparé cette interview, c'est que c'était aussi une préoccupation qui était une préoccupation de notre pays, je mets des guillemets, riche, qu'est la France finalement. Ben oui, évidemment, si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que la question de la douleur, elle n'est pas prise de la même façon, hein. C'est un luxe, hein, concrètement, de pouvoir administrer des substances, parfois coûteuses, sur des animaux volumineux. Voilà. Mais du point de vue historique, je suis désolé de ne pas pouvoir beaucoup vous aider, parce que réellement, on a beaucoup étudié ça avec mon co-auteur, François Vallat, et je dois dire qu'on est tombé systématiquement sur le contraire de la volonté de réduire la douleur. Le but, c'était que ça bouge et qu'on tienne. Ouais. Non, mais c'est certes, ça peut paraître un peu provocateur dans le débat d'aujourd'hui, mais néanmoins, ça fait partie de l'histoire, il faut quand même l'accepter. Alors, Christophe, il y a beaucoup de nos médicaments, hein, d'avant la Première Guerre mondiale qui n'existent plus aujourd'hui, hein. Pour beaucoup, ils sont postérieurs aux années 60. Et cette évolution,
à quoi est-elle due? On passe de la droguerie, j'utilise ce mot, de la droguerie à l'industrie du médicament vétérinaire. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est quand même un fait. Et on ne peut pas rester non plus sans dire quelques mots sur la loi de 1975, qui a peut-être joué aussi un rôle dans cette évolution de notre industrie du médicament vétérinaire. Alors, historiquement, et ça remonte jusqu'à l'Antiquité, on a effectivement, vous avez utilisé un terme qui est le terme de droguerie. Qu'est-ce qu'une droguerie? C'est un commerce qui fournit des matières premières. Des matières premières, c'est des poudres. C'est des poudres de végétaux, de minéraux, d'animaux, et qu'on assemble. Ça, c'est vraiment la polypharmacie du XVIIIe siècle, même du XIXe siècle, très largement. À Paris, à la droguerie Renault, c'est une énorme entreprise qui fournit l'ensemble de la France et en partie des colonies. On assemble ces produits. Et puis après, on l'a vu, il y a le développement. Pour moi, il y a deux grandes phases. Il y a l'extraction des principes actifs, voilà, qui sont souvent des toxiques, soyons clairs. Et puis après, il y a la chimie de synthèse, et je vous ai parlé des arsénobenzéniques qui, pour moi, sont la classe de médicaments qui changent la donne. Et ça commence en 1908 très précisément. Et c'est utilisé en France après la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez que c'est quand même relativement récent. C'est des produits extrêmement toxiques avec des effets secondaires absolument des fois dramatiques. Mais malgré tout, on prend le risque parce que l'amélioration est tellement nette que autant tenter la chose. Bien évidemment, pour faire de la chimie de synthèse, mais pour faire plus tard des antibiotiques, pour faire des fermenteurs, il faut des capitaux, il faut des gros moyens, il faut faire des quantités pour diminuer les prix. Et donc, ça va entraîner une professionnalisation. Et on va passer de la droguerie ou à la pharmacie à des fusions qui vont amener à ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie pharmaceutique. Et oui, la loi de 75, et je pense que vous pensez à l'invention, l'arrivée de l'AMM, voilà, et des dépôts d'AMM, c'est une nouvelle préoccupation qui est de faire l'équilibre entre le bienfait et le méfait, et d'être capable de juger de façon à 360 degrés une molécule avant de la mettre en circulation. Ça ne peut pas exister avant, c'est aussi simple que ça, parce qu'il faut avoir tous ces concepts en tête, et on ne les a pas en tête avant cette période-là. Donc ça dresse quand même une petite frise chronologique un peu de l'évolution de notre médicament vétérinaire, effectivement. Et depuis cette loi de 1975, qui concerne donc la majorité d'entre vous, bien sûr, nous avons le plaisir de déposer un dossier d'AMM pour démontrer l'efficacité thérapeutique et les temps d'attente, l'innocuité. Enfin, je ne vais pas faire toutes les parties du dossier d'AMM. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle quand même. On savait que vous, Christophe, mais... C'était le thème de l'A3EV, de l'Assemblée Générale de l'A3EV qu'on accueillait. Exactement. Donc, selon vous, qui êtes un historien dans l'âme du médicament vétérinaire, de l'histoire de la profession, les innovations issues de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elles risquent de faire perdre l'identité de notre profession vétérinaire, ou au contraire, est-ce qu'une alliance, entre guillemets, est possible? Je suis incapable de répondre à ça, très clairement. Comme quoi, les questions ne sont pas évidentes. Voilà, je peux juste avoir une opinion personnelle. Mais je la veux, votre opinion personnelle. C'est qu'il va mieux falloir l'embrasser plutôt que le repousser, parce que de toute façon, toutes les innovations, à un moment, elles nous percutent. Et que ce qui fait l'identité vétérinaire, c'est peut-être pas les outils qu'on utilise, c'est peut-être la façon dont on les mobilise, comment on les assemble, et quelle intelligence on met au-dessus de moyens. Parce que l'intelligence artificielle, c'est avant tout du calcul. C'est pas non plus aujourd'hui une capacité intellectuelle en tant que telle. Donc, c'était le thème de l'Assemblée Générale de l'Educational Day, de l'Assemblée Générale de la l'A3EV, qu'on avait l'honneur de recevoir à Alfort la semaine dernière. Globalement, l'idée pour nous, en tous les cas dans les établissements d'enseignement vétérinaire, sous réserve que ça se solidifie un peu, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment au début, c'est de l'intégrer complètement pour que le vétérinaire n'en soit pas coupé. De la même façon que les pauvres empiriques et maréchaux et hongreurs ont été complètement coupés du médicament vétérinaire et en ont perdu leur profession. Donc il faut suivre ça. Mais je ne pense pas que ça remette en cause... Enfin, ma sensation, c'est que ça ne remet pas en cause la plus-value vétérinaire. Et puis, il y a un intérêt réciproque aussi à ce que on cohabite, on travaille avec chacun dans un domaine d'expertise. On parlait tout à l'heure, effectivement, du domaine de la radiologie. Ça pourrait être pareil dans d'autres domaines, dans les data et autres. En fait, on va se valoriser réciproquement. Et il y a un phénomène de symbiose. Mais il y a quand même, Christophe, des domaines où la profession vétérinaire pourrait
pourrait effectivement sortir finalement sa clé de l'épingle du jeu finalement, le réglementaire, où on a quand même, dans le domaine du médicament vétérinaire, une carte à jouer très sérieuse. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Je ne vais pas me lancer sur ce terrain. Je suis désolé. Voilà, mais c'est vrai que pour les data analystes, on leur laisse la compétence et voilà. Mais ce que je retiens des mots que vous avez utilisés quand même, qui sont forts, c'est l'interdisciplinarité et la symbiose. Et il faut qu'on sache, dans notre profession, s'ouvrir à d'autres domaines de compétences pour pouvoir effectivement faire en sorte que finalement la profession, est-ce que je dois dire perdure, ou en tout cas que l'on évolue finalement au cours du temps avec un partage qui peut être passionnant pour notre profession en fait. Oui, et puis je pense qu'il faut qu'on soit dans un phénomène de prédation. Parce qu'on ne sera jamais, nous vétérinaires, des data analystes. Il y en aura peut-être quelques vétérinaires, mais on ne sera pas des data analystes. Donc le sujet, c'est d'être capable de prédater, j'utilise ce terme, c'est un peu fort, mais de prédater concrètement ce qui va se faire dans les mondes parallèles aux nôtres pour pouvoir faire ce qu'ont fait tous nos ancêtres, c'est-à-dire les adapter à nos pratiques. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, je vous remercie vivement, Christophe, et pour ce partage sur l'histoire qui était très intéressant et puis qui repositionne un peu notre place dans la profession au fil du temps. Donc, c'était une petite vision du passé avant de poursuivre avec un film qui est issu de l'analyse de notre confrère qui est justement Éric Vandel, que je remercie pour avoir travaillé avec nous sur ce film. Je vous propose de voir en images et de redécouvrir à quel point l'innovation de ces dernières années dans le domaine vétérinaire a fait changer notre pratique. Et vous allez découvrir que c'est le cas pour toutes les espèces animales. Quand en 1940, le lapin Bugs Bunny lance son fameux « Quoi de neuf, docteur ?» s'adresse-t-il à son vétérinaire ? Peut-être. Mais aurait-il imaginé toutes les innovations en santé animale de ce début de XXIe siècle ? En ne s'intéressant qu'aux seules innovations de ces 5 dernières années, tous nos animaux domestiques, dans les fermes, dans les maisons et dans les compétitions équestres, ont été servis. Bien servis même. Depuis 2019, les chevaux bénéficient de cellules souches pour des affections articulaires dégénératives. Le résultat est assez extraordinaire. Depuis l'an dernier, elles sont également autorisées chez le chien. Quelles avancées alors que la médecine humaine n'en bénéficie pas encore. En 2023, pour la première fois, une solution buvable d'anxiolytique facilite le transport de son animal vers une clinique vétérinaire. C'est un nouveau pas dans l'aide à la médicalisation des chats. Dès qu'ils sont malades, nos chats peuvent refuser de s'alimenter. Or, en cas d'affection chronique, cela peut assombrir leur pronostic. Que faire ? Depuis 2021, l'application dans l'oreille d'une pommade à base d'un orexigène permet de redonner de l'appétit aux félins. Une autre solution, buvable cette fois, est autorisée depuis l'an dernier. Toujours chez le chat, pour ceux atteints de diabète, une solution buvable vient bouleverser le traitement qui jusque-là nécessitait des injections quotidiennes d'insuline. Les anticorps monoclonaux ont révolutionné le traitement de quelques affections chroniques, comme la dermatite atopique et la douleur arthrosique. Désormais, une injection mensuelle suffit à soulager les animaux. Depuis 2020, une solution d'anticancéreux injectée directement dans les tumeurs cutanées des chiens permet de les nécroser définitivement dans 80% des cas. La recherche clinique vétérinaire a développé un anti-inflammatoire puissant, aussi efficace que la trithérapie prescrite dans le traitement en première intention des otites infectieuses non suppurées. Depuis 2020, plutôt que des applications répétées, les otites infectieuses des chiens peuvent être traitées par une application unique d'un topique dans l'oreille infectée. C'est tellement plus simple. Toujours pour faciliter l'observance, dans la prévention cette fois, une seule injection d'un nouvel antiparasitaire permet à son chien d'être protégé 1 an contre les puces et les tiques. C'est inédit. En 2021, un dispositif de photobiomodulation
facilite la régénération des cellules du derme et accélère la cicatrisation. Des vaccins. Toujours plus de vaccins pour les ruminants, les porcins, les volailles, les poissons et même pour les lapins, pour lesquels une seule vaccination permet de les protéger à la fois contre la myxomatose et les virus de la maladie hémorragique virale. En 2023, pas moins de 3 vaccins inédits ont été autorisés. 2 contre les pathogènes respiratoires, le premier contre Mycoplasma bovis, le second en intranasal contre un coronavirus à tropisme respiratoire. Le troisième, tout aussi innovant, vise à protéger les veaux nouveau-nés de la cryptosporidiose. Les vaccins buvables contre les colibacilloses des porcelets évitent les diarrhées au sevrage. La voie intradermique permet de supprimer les injections par aiguille. C'est moins de manipulation et plus de bien-être animal. Le recours aux antibiotiques s'est réduit de 70% en quelques années. La technologie ARN messager a bénéficié à la vaccination animale avant celle de l'homme. Depuis octobre 2023, la vaccination contre l'influenza aviaire des canards a permis de contenir ce virus à une poignée de foyers. C'est la preuve du succès de cette vaccination pour toutes nos filières avicoles. Autres innovations de ces dernières années, la vaccination au couvoir. Innovo ou sur des poussins d'un jour se développe à toute vitesse. Ainsi, pour la première fois, un vaccin contre la coccidiose vient d'être autorisé Innovo. Il n'y a pas de bonne thérapeutique sans un bon diagnostic le plus précoce possible. De ce côté-là aussi, les innovations sont nombreuses. Nouveaux kits de diagnostic, objets connectés, voire des puces électroniques qui donnent l'alerte en cas de fièvre ou d'anomalie sur un animal ou dans tout le troupeau. Grâce aux objets connectés, des traitements plus précoces sont mis en œuvre avec au final moins de souffrance pour les animaux, des chances de guérison plus élevées sans récidive et des animaux en meilleure santé. Chaque année, les entreprises du médicament vétérinaire investissent 10% de leur chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments. C'est considérable. L'Observatoire de la vaccination et l'identification des gaps thérapeutiques contribuent à faire émerger des besoins. Les recherches en santé animale, en santé humaine et environnementale s'alimentent mutuellement. Les biotechnologies ont permis de faire des progrès immenses. L'observance est un facteur clé de réussite des traitements vétérinaires. Au-delà de l'efficacité et de la sécurité des traitements, une prise facilitée est un des enjeux de notre R&D. L'arsenal préventif et thérapeutique ne cesse de s'élargir dans toutes les espèces. Le rapport bénéfice, risque, praticité s'améliore en permanence. Finalement, toutes ces innovations ne seraient-elles pas les applications concrètes du concept bien connu qui bénéficie à la santé, au bien-être animal et à la santé publique? One Health. Alors, j'ai jamais été très douée pour imiter Bugs Bunny, mais je dirais quoi de neuf, docteur, au niveau des innovations médicales et technologiques dans notre profession. Et c'est la question que je vais poser justement à 3 vétérinaires qui vont nous donner leur point de vue. L'objectif, ça va être de partager votre vision de l'innovation, que ce soit sur le plan des médicaments, sur le plan du diagnostic, sur le plan de la perception aussi de la profession face à l'innovation. Claire, je commence par toi. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager dans le domaine avicole, justement en tant que vétérinaire volaille, concernant les innovations qui ont révolutionné l'exercice? Alors moi, je travaille quasiment exclusivement dans l'accouvage, donc en fait dans l'incubation des œufs. Ce qui fait que le film m'a vraiment parlé. Et pour moi, une des innovations, alors c'est quelque chose qui existe déjà depuis quand même un certain temps, mais qui s'est énormément développé, on va dire ces 5 dernières années, c'est la vaccination Innovo. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on va dire que tous mes clients en France sont équipés d'une machine de vaccination Innovo. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est une vraie innovation parce que ça a eu un impact positif sur énormément de choses. La première chose déjà, c'est que ça a permis notamment de gagner en expertise et en efficacité. Ça, c'est indéniable parce que avant, quand on n'était pas équipé d'une machine Innovo, on faisait la vaccination. Alors, il y a des vaccinations en nébulisation qui continuent, mais il y a aussi des vaccinations en injection qui se faisaient à l'âge d'1 jour. Donc, on attendait que les poussins éclosent pour les injecter avec des machines. C'était individuel, un par un.
Donc forcément, ça nécessitait que les personnes qui vaccinent soient formées, compétentes, etc. Et ça prenait énormément de temps, ce qui fait qu'il y a une fatigue de l'opérateur, des maintenances de machines, etc. Donc le fait de tout ramener finalement avec une seule machine qui vaccine au transfert des œufs à 18 jours, ça a énormément facilité les choses, ça a permis de monter en expertise les couvoirs, parce qu'il faut des personnes qui soient vraiment formées, compétentes, régulièrement contrôlées. Ça a permis de gagner en efficacité aussi sur la prise vaccinale parce que, alors en France on le voit peut-être un petit peu moins, mais moi dans ma clientèle à l'étranger, le fait de vacciner à 18 jours plutôt que de vacciner à l'âge d'1 jour à l'éclosion, les 3 jours qu'on gagne sont parfois les 3 jours qui sont nécessaires pour qu'on évite d'avoir des soucis de signes cliniques ou de sous-performance en élevage. Donc ça c'est vraiment important. Mais si je reviens quand même vers la Bretagne, tu m'avais parlé du cas quand il y a des cas de marek en Bretagne. Oui. C'est quand même aussi, on est quand même concerné en France par ce cas-là. Il y a des petits et c'est vrai qu'il y a un véritable effet en fait. Oui, en fait, le fait de pouvoir vacciner directement au couvoir, étant donné que on met un niveau d'expertise beaucoup plus élevé au couvoir avec l'installation de ces machines qui nécessite d'avoir un niveau en hygiène, en biosécurité, en performance et en compétences de vaccination, ça permet vraiment de franchir un cap et d'avoir un niveau vraiment très bon, qui fait que derrière, on a une efficacité qui se voit sur le terrain quand on choisit d'avoir des valences complètes. Dans une vaccination Innovo, alors après ça dépend de ce que demande l'éleveur, mais on peut aller mettre jusqu'à 5 valences différentes. Donc c'est vrai qu'on peut couvrir très large. Et on voit sur le terrain que la prise vaccinale, elle est vraiment très, très excellente. En termes de qualité. Et on limite les signes cliniques. Et derrière, c'est aussi très important pour la biosécurité, c'est-à-dire qu'on rassemble tout à cet endroit, donc on peut le contrôler encore plus avec des laboratoires de préparation des vaccins. On peut tout tracer. Et aussi, ça c'est un point qui est très important aujourd'hui, c'est le bien-être animal. Parce qu'en fait, on injecte dans l'œuf. Et derrière, ensuite, le poussin à l'éclosion, on limite énormément les manipulations. Donc, un poussin qui était vacciné avant, il attendait des heures supplémentaires au couvoir pour que chacun soit pris un par une personne et vacciné. Donc, aujourd'hui, en termes de bien-être animal, c'est une avancée énorme. Et en termes de qualité sanitaire aussi, évidemment. Tu as aussi l'innovation diagnostique dont tu me parlais en France. Sur le plan diagnostic, dans le domaine des volailles, tu avais des exemples en particulier que tu souhaitais partager ? Alors en termes de diagnostic, moi j'avoue que c'est le diagnostic qui m'a fait aller vers la filière volaille. Parce qu'en fait on a un panel de tests, d'examens complémentaires qui sont très importants. Enfin, on peut faire de la sérologie, de la PCR, de l'histologie. On peut faire aussi, et ça c'est ça qui pour moi a vraiment marqué le début de ma carrière, on peut faire aussi de la spectrométrie de masse. Et en fait, tous ces éléments ensemble font que finalement, on arrive ça nous aide énormément pour poser un diagnostic. Et c'est surtout ultra rapide. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait une autopsie, on a déjà un résultat bactériaux en moins de 24 heures. Si on veut faire une PCR ou autre chose, en 2 jours, 3 jours, on a quasiment tous nos résultats. On a l'exemple concret sur la PCR d'influenza aviaire, oui, voilà, avec des résultats que... Pour faire du diagnostic, du monitoring, du contrôle, et donc ça, on peut avoir des résultats dans la journée. Et ça, c'est vraiment très important. Et le Malditov qui nous permet d'avoir des profils protéiques nous permet aussi, donc moi, à l'échelle de la couvage et de la sélection génétique, ça me permet de faire des auto-vaccins. Et ça, en fait, c'est depuis, on va dire que depuis 4-5 ans, le fait d'avoir des auto-vaccins avec entre 3 et 6 souches de colibacilles notamment, fait que moi, j'ai certains clients chez qui, grâce à ça, je ne fais plus d'antibiotiques. Ah oui. Et on fait que de la prévention, de l'auto-vaccin, des vaccinations et de la surveillance technique. Donc aujourd'hui, vraiment, tout ce qui va être diagnostic et vaccination, c'est vraiment des piliers majeurs pour la filière volaille. Et tu m'as dit que tout ça, c'était impensable. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans. Finalement, c'était limite impensable, il y a tout juste 3 ans.
Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a 3 ans, j'ai vu qu'on s'est vraiment engouffré, notamment pour la vaccination Innovo. Il y a eu beaucoup de couvoirs qui se sont équipés. Et c'est quelque chose, on ne pensait pas que ça irait si vite. Et surtout, on se mettait un peu des freins d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue compétence des gens dans les couvoirs. Ça paraissait compliqué, très technologique. Et en fait, les gens se sont très vite adaptés. Et aujourd'hui, ça paraît banal. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était vraiment des projets qui paraissaient trop ambitieux. Oui, et on en a vu l'application avec aussi l'influenza aviaire encore récemment, où je pense que tu as vécu ça en direct et tu as pu jauger l'intérêt de l'innovation. Et on ne pensait pas que on pourrait avoir des vaccins disponibles et qu'on vaccinerait toute la filière canard avec succès. Merci Claire, en tout cas pour ce partage sur cette filière. Alors Raphaël, maintenant, passons aux animaux de rente, justement. Quelles sont les innovations dans le domaine des animaux de rente qui vont permettre de mieux traiter en élevage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exemples concrets à nous partager? Oui, je pense à la fois en meilleur traitement et en prévention. Ce que vous avez dit en définition, en introduction avec la citation de Michel Serres et le fait de faire face à l'imprévu, je pense que ces dernières années, on a eu pas mal d'émergences de différentes maladies sur les 15 dernières années. On mesure, je pense, pas forcément la chance d'avoir eu aussi vite des vaccins relativement efficaces qui nous ont permis tantôt de faire une vaccination obligatoire sur tout le territoire en quelques mois. Voilà, c'était la FCO, c'était Schmallenberg, demain peut-être le MHA. Donc je pense que là-dessus, on a la chance d'avoir, du coup, pour le coup, une industrie du médicament qui est très efficace à produire des vaccins quelque part sur mesure. Et ensuite, il y a 15 jours, j'étais au Congrès mondial de pédiatrie au Mexique et je pense qu'en fait, quand on est en France, on ne mesure pas la chance qu'on a quelque part en tant que vétérinaire d'avoir tout l'arsenal thérapeutique dont on dispose. Il y a des pays où c'est beaucoup plus limité pour différentes raisons. Et donc là, nous, quelque part, je dirais que sur certaines questions, on n'a franchement pas à rougir par rapport à d'autres continents. On est même très avancé, plutôt pas forcément sur le nouveau produit qui va tout changer, mais plutôt sur la façon de raffiner l'usage et de mieux les utiliser. Et donc je pense que de ce point de vue-là, les outils diagnostiques au chevet du bovin, qui sortent de plus en plus, que ce soit pour identifier les infections intramammaires qui nécessitent des antibiotiques ou pas. Pour les obturateurs, non? Les obturateurs, là, on est plutôt pour la prévention, pour éviter d'utiliser des antibiotiques sur des vaches saines. Donc je pense que oui, on a en tout cas à notre disposition tout un panel d'outils diagnostiques pour utiliser au mieux un arsenal thérapeutique qui est très raffiné, qui est très exhaustif. Il y a des pathologies, ce que vous m'aviez dit, c'est dans tout ce qui est maladies respiratoires, dans le cas des diarrhées aussi. On a de plus en plus besoin de ces outils au chevet du bovin. Oui, parce que du coup, il y a des pratiques qui, je pense, correspondaient à une époque qui aujourd'hui sont plus vraiment acceptables de traiter à l'aveugle ou d'utiliser systématiquement des antibiotiques par voie orale, comme le disait le professeur De Gers, où on sait que c'est parfois inutile, même souvent inutile. On a de plus en plus d'études qui le démontrent. Et donc, toute l'idée, c'est de savoir dans quelle situation il faut l'utiliser et dans quelle situation on peut s'en passer. Et dans quelle situation également utiliser le vaccin de la meilleure des façons. Et on a aussi un arsenal thérapeutique, effectivement, en France, je parle de la France en particulier, en termes de traitement antiparasitaire et aussi vaccin. On a un arsenal qui est plutôt assez vaste de votre point de vue? Ah oui, qui est extrêmement large, différente. Là encore, je rebondis sur l'intervention introductive, sur les voies d'administration. Ça peut être intranasal, voilà, ça peut être effectivement des injections systémiques, des combinaisons. On a des nouvelles valences qui arrivent sur le terrain. Ces derniers temps, mycoplasme, coronavirus, là maintenant cryptosporidiose. Donc l'offre vaccinale, elle s'étend forcément beaucoup. Et puis en termes d'antiparasitaires, je pense que c'est plutôt finalement toute la philosophie qui a été de moins traiter, mais de mieux traiter en antibiotiques. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose vis-à-vis des antiparasitaires. C'est d'ailleurs nommément inclus dans le plan Eco-Antibio 3. Donc je pense que c'est l'usage le plus vertueux possible des molécules les plus performantes. Ouais. En tout cas, c'est le terme qu'on va retenir par la suite, c'est que c'est vrai que toutes ces innovations, elles conduisent la profession à avoir un mode de prescription et de traitement même plus vertueux. Je pense que ça, on peut le dire déjà. Oui, c'est plus vertueux, c'est plus sécurisé, c'est plus sécurisant pour tout le monde. Finalement, je pense l'arrivée aussi des protocoles de soins, ça permet de renforcer aussi, je pense, le message que tout ne passe pas par le médicament, qu'il y a bien évidemment tout un tas de mesures zootechniques aussi, dans lequel le vétérinaire peut apporter toute son expertise. Donc je pense que c'est un outil dans une approche pour des troubles qui sont le plus souvent multifactoriels. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Annick, tu fais partie du jury alors, je vais dire les PIV, mais je vais quand même préciser pour tout le monde qui ne connaît pas les PIV. C'est le prix de l'innovation vétérinaire
Tout à fait. Voilà. Il y a eu une édition récemment, de nouveau, du prix de l'innovation vétérinaire, lors du congrès à VAC de Lille, récemment. Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu retiens de ces pives? Alors, je vais effectivement te parler un petit peu des pives, mais je suis pas la seule dans la salle. Il y a un certain nombre de personnes qui font comme moi partie du comité d'organisation et du jury des pives. Mais je voudrais quand même préciser un certain nombre de choses sur ces pives, sur l'évolution que nous avons vue très récemment dans les dossiers, et dire 2 mots de la façon dont ces dossiers sont évalués. Alors en particulier pour le médicament, donc c'est une des 4 catégories des pives. Pour le médicament, on a la chance maintenant, depuis quelques années, d'avoir à notre disposition, et vous nous les fournissez, nous jurys, vous nous fournissez l'EPAR, qui est donc le rapport d'évaluation et, de la commission d'AMM. Et cet EPAR nous permet à la fois de juger, certes, c'est vrai, de l'efficacité, de la tolérance, mais aussi de l'innovation. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, l'innovation. Comment juger de l'innovation? L'EPAR nous fournit des études comparatives, en particulier versus les traitements de référence. Donc ceci permet de juger de l'amélioration en fait du service médical rendu. Est-ce qu'il y a ou pas innovation par rapport à ce qui existait? Donc ça, nous jugeons bien sûr de l'innovation, mais nous jugeons aussi de l'efficacité, de la tolérance, et sont arrivés des critères peut-être plus récents, mais très importants pour nous, que sont l'environnement, l'impact sur l'environnement, l'impact du médicament sur l'environnement, non pas que sur l'animal, en termes de résidus, mais les résidus dans l'environnement. Et puis, tout ce qui est bien-être animal et attente des propriétaires d'animaux et des propriétaires d'animaux de compagnie, qui, comme nous, Veto, souhaitent que leurs animaux vivent longtemps, mais longtemps en bonne santé. Tout ça nous a amené à, en fait, évaluer un certain nombre de dossiers de nouvelles thérapeutiques, de nouvelles classes thérapeutiques, de nouveaux modes d'action dans des pathologies chroniques. Oui, alors je sais qu'il y en a une qui te tient particulièrement à cœur quand même. Alors on va quand même citer d'abord les autres grosses innovations, mais après, je te promets, je te poserai la question sur celle qui te tient à cœur. Il y a quand même eu les anticorps monoclonaux. Grosse innovation quand même. Bien sûr, on a eu la chance de décerner un prix aux anticorps monoclonaux, en particulier dans l'arthrose, où on a vu beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles solutions qui permettent de mieux prendre en charge l'arthrose elle-même, le phénomène dégénératif, mais la douleur aussi, et qui permettent aux chiens et aux chats de vivre mieux, dans de bonnes conditions, avec une meilleure qualité de vie. Donc beaucoup de beaux dossiers, de nouveaux modes d'action, de nouvelles solutions pour les animaux de compagnie dans l'arthrose, mais on l'a vu aussi dans le film, de nouvelles solutions en oncologie, dans différents cancers. Donc ça, c'est un vrai progrès pour les animaux de compagnie. Et même dans les antibiotiques, Annick. Alors, dans les antibiotiques, mais je voulais aussi parler... J'allais te lancer sur le diabète, j'imagine. Ah non. Pas encore. Parce que je sais que tu as envie de parler du diabète. Non, mais je pourrais parler du diabète pendant des heures. C'est mon sujet favori, mais je m'abstiens sur ce sujet-là, et on verra peut-être sur la version 2024 un dossier diabète avec l'arrivée des glyphosines, des inhibiteurs SGLT2, qui là aussi change vraiment la façon dont on prend en charge le diabète chez le chat. Non, mais je voudrais dire 2 mots. Le premier sur les vaccins, parce que nous avons aussi décerné un prix à un vaccin qui permet de vacciner plutôt les chiens contre la parvovirose. Et ça aussi, c'est un vrai progrès. Donc, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi les vaccins. Et un mot sur l'environnement et sur la prise en charge de tout ce qui touche à l'antibiothérapie. On a
primé cette année un traitement de l'otite sans antibiotiques. Et ça nous a semblé intéressant. On n'est peut-être pas obligé de mettre des antibiotiques systématiquement dans toutes les otites. Donc là aussi, c'est une nouvelle façon de prendre en charge certains phénomènes inflammatoires. Et ça nous a semblé intéressant. Donc la prise en charge de l'environnement est majeure pour les jurys des PIV. Merci beaucoup, Annick. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, il y a évidemment l'efficacité du médicament, la composition, le dossier de sécurité. Et il y a aussi un facteur qui est important et que vous connaissez tous, c'est l'observance, évidemment, de la prise du traitement. Et je fais la petite aparté parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais finalement, on passe du cure au care avec le propriétaire qui commence à jouer un rôle majeur aussi dans la relation avec le vétérinaire en donnant des données aux vétérinaires qui peuvent être essentielles dans le suivi des maladies chroniques également. Ça, c'est un changement majeur. Ça, c'est un changement auquel il faut qu'on soit vraiment prêts, nous, vétérinaires. C'est-à-dire que le propriétaire détient un certain nombre de choses qui sont précieuses, c'est-à-dire les données avec son animal. Il détient non seulement l'animal, mais toutes les données que l'animal peut fournir. Donc, il faut s'apprêter, nous, vétérinaires, à travailler en collaboration avec le propriétaire, comme le font les vétos dans l'élevage. Ils collaborent avec les éleveurs. Nous, vétos animaux de compagnie, on va collaborer avec les propriétaires d'animaux de compagnie qui vont surveiller au quotidien leurs animaux et qui vont pouvoir nous fournir des données, mais au-delà de ça, qui vont contribuer au quotidien à traiter ces animaux de façon curative, mais surtout de façon préventive. Et on en parlera peut-être dans quelques minutes quand on parlera d'intelligence artificielle. On va tenter. Je vais mettre du temps, alors j'essaie de faire attention, mais oui, effectivement. En tout cas, avec les avantages et les inconvénients que ça suppose d'avoir des propriétaires de plus en plus présents dans la prise en charge de leur animal avec le vétérinaire. Il y a plus d'informations d'un certain côté, du fait d'avoir des propriétaires qui font de plus en plus faire remonter des informations aux vétérinaires, mais ils sont de plus en plus acteurs aussi de la santé de leurs animaux. Et donc, voilà, il y a les deux penchants. Alors, tu as commencé à initier la question suivante que je vais poser justement à Raphaël sur tout ce qui est data, parce qu'on a des freins à surmonter. On a des leviers pour justement permettre de mieux utiliser ces innovations dans la profession vétérinaire. Raphaël, quel est l'enjeu de la data dans le monde de l'élevage en particulier ? Vous avez le temps ? Non, j'ai en 1 minute 30. 1 minute 30 sans problème. L'enjeu, il est majeur. Je pense qu'il est principalement à 2 niveaux. Dans le quotidien, je pense, des vétérinaires en élevage, ces données-là, elles peuvent déclencher la visite ou donner lieu à plus de visites qu'aujourd'hui. Donc ça ouvre le champ de la télésurveillance, plus ou moins, en tout cas en partie. Et vraiment de se donner l'opportunité, soit pour l'éleveur de déclencher la visite sur des critères autres que ceux qu'il avait l'habitude de regarder, ou nous d'aller la piocher pour la déclencher. C'est des données ensuite qui vont nous accompagner dans nos visites pour mieux diagnostiquer, soit parce que ça nous donne accès à des grandeurs qui avant n'étaient pas mesurables ou pas en continu. Ça peut être la température, ça peut être pour nous l'activité, la rumination, des choses qu'avant on évaluait très grossièrement. Et puis surtout, on parlait d'observance ou de compliance ou même d'efficacité a posteriori. Finalement, cette donnée-là, après nos visites, elle peut nous donner accès aussi à l'efficacité de ce qu'on a fait. Donc ça, je pense que c'est un premier aspect. Et le deuxième, c'est de revisiter nos connaissances aussi, parce que je pense que ça donne accès à des, à la fois en respectant plus le bien-être des animaux, c'est-à-dire sans aller leur faire tout un tas de prélèvements qui peuvent être invasifs. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont assez doux, même des systèmes de computer vision avec de la caméra qui fait qu'on n'a même pas besoin d'équiper les animaux et qui peuvent nous permettre de revisiter les normes, d'identifier plutôt les individus dans des grands effectifs qui nécessitent une attention particulière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur avec une réduction de la force de travail au contact des animaux. Donc je pense qu'il y a vraiment des enjeux au quotidien et puis des enjeux qui sont peut-être plus moyens et long terme sur revisiter nos connaissances, revisiter les normes. Et finalement, c'est sans doute un des piliers de l'innovation parce qu'on détectera sans doute de nouvelles situations à prendre en charge. Est-ce que l'innovation, c'est que finalement, le vétérinaire en rural ne sera plus un pompier, comme c'était le cas bien souvent, et que finalement, maintenant, il va tisser une relation plus durable avec les éleveurs et prendre aussi une place qui, sinon, sera potentiellement prise par d'autres
d'autres acteurs. Ça, c'est un enjeu, mais je pense qu'aujourd'hui, le lien, il y a toujours du pompier, il y en aura toujours, mais je pense que les liens, que ce soit à travers, il y a des travaux aujourd'hui sur la contractualisation, sur des formes de forfaitisation, etc., alors qu'ils sont en production organisée déjà plus ancienne que chez nous, mais oui, sans doute que ça va par là, mais même pour ce qui est du soin, sans même parler de la prévention, les données sont déjà très utiles, et c'est peut-être une façon d'y entrer sans avoir peur vraiment de quelque chose qui nous semble insurmontable. Finalement, on a peut-être plus de facilité en tant que veto à aller dans le soin, parce que c'est peut-être pour ça au départ qu'on fait ça. Et en fait, les données, elles sont déjà très utiles pour mieux soigner les animaux. Et une fois qu'on a fait connaissance, entre guillemets, avec les données, on peut les voir sous un angle différent. Oui, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est vrai que la nature humaine a parfois un peu peur du changement, mais il faut le vaincre. Alors, l'âge aussi, Annick. C'est pas du tout... Attends, Annick, j'ai pas posé ma question. Je sais que tu as envie de répondre tout de suite, mais l'âge n'est pas un problème d'acceptation de l'innovation. Ça fait du bien d'ailleurs de le dire, parce que maintenant, écoute, quand je ressors l'âge de notre sortie de promo, je me dis, bon, je sais bien que je le dise aussi, l'âge n'est pas un souci d'acceptation de l'innovation, c'est une question d'état d'esprit. J'aime beaucoup cette question d'ailleurs, et tes études le montrent de ce que tu m'as dit. Quel levier pour aider justement notre profession à une meilleure acceptation de l'innovation? Alors, c'est vrai, l'âge n'est pas un facteur d'adoption. On s'en était rendu compte, nous, chez VetInTech. En fait, les jeunes ne sont pas plus ouverts à l'innovation. Ils vivent avec leur smartphone. Le smartphone est greffé, mais on se rend compte quand on en parle avec eux ou au cours des interventions qu'on a pu faire dans les écoles, que leur ouverture à l'innovation n'est pas supérieure à celle de leurs aînés. Et tout ça a été chiffré. Il y a une étude américaine qui vient d'être publiée qui est sur l'adoption de l'intelligence artificielle par les vétérinaires. Et cette étude a été faite à la fois chez des étudiants, chez des vétos jeunes salariés et chez des associés plus âgés. Et en fait, l'adoption et l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle ne dépend absolument pas de l'âge, mais de l'usage qu'on en fait. En fait, plus on l'utilise et plus on pense que l'intelligence artificielle a un avenir dans la profession. Donc c'est l'usage qui favorise, c'est un petit peu, je dirais, logique, hein, c'est l'usage qui fait que la profession, que les vétérinaires peuvent être ou pas favorables à l'intelligence artificielle dans la profession, dans le métier. Et si on ne le fait pas, d'autres acteurs prendront notre place sur le sujet. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais ça nous permet aussi de reprendre ce qui a été très bien dit en introduction, c'est-à-dire la coopération, le fait d'ouvrir nos portes aux ingénieurs, aux data scientists, aux développeurs. C'est en collaborant avec ces autres professions qu'on arrivera à trouver les bonnes solutions et à développer des solutions d'intelligence artificielle qui seront au bénéfice de tous. Et je dirais même une collaboration interespèces finalement, parce qu'on peut adapter aussi des innovations dans les animaux de rente vers les animaux de compagnie ou vice-versa. Oui, ça c'est aussi un de nos grands dadas chez VetInTech. On souhaite en fait faire tomber les cloisons. On se rend compte, et il y a plein d'exemples qui montrent que des solutions éprouvées et tout à fait fiables chez les bovins ont pu être adaptées, et je parle par exemple des colliers connectés, ont pu être adaptés, miniaturisés et servir de tracker d'activité chez le chien. Ce sont les mêmes dispositifs. Donc, pareil pour tout ce qui est computer vision, qui sert dans l'élevage et qui peut servir à la surveillance des coliques chez le cheval. Donc, faisons tomber aussi les cloisons. Dans notre profession, on a l'habitude de cloisonner. Je crois que c'est... Pour notre avenir, pour l'innovation, il faut vraiment décloisonner et aller regarder ce qui se passe dans d'autres espèces qui sont très souvent en avance d'ailleurs sur les animaux de compagnie. Merci Annick. Et même aider
des startups à se développer dans notre profession également. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup tous les trois pour ce retour d'expérience terrain. On est passé de la volaille aux animaux de rente, aux animaux de compagnie, avec finalement pas mal de connexions, en tout cas de liens par rapport à l'innovation. Merci beaucoup à tous les trois. Bon, Jean-Luc, première question. On parle diagnostic. Il y a les laboratoires qui produisent un vaccin, des laboratoires qui vont produire un diagnostic. Chacun est innovant à sa manière finalement pour suivre l'efficacité d'un vaccin. Et sur les maladies émergentes, on peut même parler de partenariat entre les laboratoires pharmaceutiques et diagnostiques pour faire le dépistage et le suivi. Finalement, est-ce que les moyens de lutte entre les laboratoires pharmaceutiques et les laboratoires de diagnostic sont complémentaires? Alors je vais dire que oui, quelque part ils sont complémentaires, dans le sens qu'on a besoin des deux. Par exemple, on a besoin parfois d'un diagnostic pour identifier un pathogène ou pour identifier une maladie avant de penser à un vaccin. Parfois, on développe un vaccin, mais le diagnostic n'a pas encore de test pour suivre le vaccin. Parfois, les deux sont développés en même temps, mais pas en collaboration. Là, je vais m'expliquer. Par exemple, si une firme de vaccins développe son vaccin et travaille avec une firme A au point de vue diagnostic, son test va bien fonctionner au point de vue du suivi du vaccin. Par contre, l'autre compagnie, je vais dire B ou C de diagnostic, n'a peut-être pas pu avoir accès aux données et a préparé son test de diagnostic. Mais en gros, je crois qu'il y a un exemple bien frappant ici en France à propos d'un gros succès. C'est le suivi de la grippe aviaire. Dès qu'on regarde le succès de ce plan-là, c'est surtout pour 3 points. Un, d'abord, d'avoir eu un ou plusieurs vaccins disponibles, d'avoir eu des tests qui permettaient de faire le suivi, de confirmer tout compte fait l'efficacité de la vaccination, et 3, un plan de communication super. Parce que si vous n'avez pas de communication entre les firmes qui produisent un vaccin, les firmes de diagnostic, je vais dire instances gouvernementales et le public, et surtout, ici dans le cas de grippe aviaire, même pour l'export et tout, eh bien ça ne fonctionne pas. Oui, ça crée même une psychose, limite. Finalement, cette opacité, s'il y a une opacité de communication, on peut tomber dans une certaine défiance et une psychose. Oui. Exactement. Et en même temps, je vais prendre un autre petit cas d'exemple. C'est par exemple pour l'IBR, eh bien, il y a des kits qu'on va appeler DIVA. C'est-à-dire qui vont permettre de détecter si c'est vacciné, si par contre c'est une maladie, et de voir un peu les différences. Donc un petit peu là-dedans, pour revenir sur la question, les luttes complémentaires ou pas, ce sont effectivement des moyens de lutte complémentaires. On a besoin des deux. C'est très difficile de ne faire qu'un côté sans avoir un suivi, ou de ne faire qu'un dépistage et ne pas avoir de solution par après, ce qui arrive aussi. Mais, merci Jean-Luc. Alors justement, plus encore en post-Covid, parce que là, on a une population maintenant qui est très, très sensibilisée aux pathologies de ce type. Est-ce qu'on a vu émerger finalement des techniques anciennes adaptées à des nouvelles problématiques? Ou alors est-ce qu'on a mis en place des nouvelles techniques développées pour des problématiques nouvelles? Ou finalement, est-ce qu'on est confronté aux deux situations en même temps? Mais je vais dire qu'on est un petit peu avec des deux situations, pour ne pas prendre parti. Mais en réalité, ça dépend un petit peu des maladies et de la problématique. Si vous avez des maladies pour lesquelles il faut un grand suivi, un grand nombre de tests à effectuer, on reste quand même sur des techniques classiques, c'est-à-dire de l'ELISA ou même de la PCR, voire, pourquoi pas, parfois des tests rapides. Par contre, si on arrive à des pathogènes et des maladies, je vais dire, de niche ou très spécifiques, à ce moment-là, on ne sait pas toujours utiliser les diagnostics, je vais dire, de masse. C'est-à-dire, il va falloir développer parfois des techniques qui sont très spécifiques, qui sont très spéciales. Et il ne faut pas oublier que les techniques qui existaient avant, donc c'est-à-dire de l'ELISA classique ou même de la PCR classique, fonctionnent toujours très bien. Donc on ne doit pas changer non plus pour le plaisir de changer. L'innovation, c'est aussi d'utiliser les techniques qui existent autrement, différemment ou mieux.
Par contre, il y a effectivement des techniques qui existent. On parle de lames PCR, on parle de micro-RNA, on parle de luminescence, on parle de différents tests rapides maintenant et tout. Et tout cela va aider aussi. Mais il ne faut pas jeter tout ce qu'on a fait depuis des années. Il y a eu des progrès énormes là, il y en a encore à faire, à améliorer les kits. Mais je crois que c'est pour ça que je dis que les deux situations existent. Oui. Oui, et l'essentiel, c'est ce qu'on a vu effectivement avec la grippe aviaire, c'est d'avoir une réactivité avec un diagnostic rapide. Ça, je vais dire que vous avez eu une chance extraordinaire ici en France d'avoir tout. J'ai participé à une réunion il y a quelques jours avec WOA, donc avec des pays asiatiques, pour lesquels ils regardent de très très près ce qui se passe en France. Ils n'ont pas ce pouvoir-là de rassembler tout le monde et d'avoir tout localement. Donc ça, c'est vraiment une force très forte. Ça fait du bien de l'entendre dire par quelqu'un d'autre qu'un Français. Oui, exactement. C'est agréable, parce qu'on nous traite de chauvin. Moi, je ne comprends pas pourquoi, mais finalement... Donc finalement, le diagnostic préalable, Jean-Luc, ça permet aux praticiens d'avoir aussi une amélioration des pratiques de prescription et d'usage. Et au final, on peut en conclure qu'on a une prescription des vétérinaires qui devient plus vertueuse. Oui. D'ailleurs, il y a eu un cas ou un appareil qui a été cité dans la première présentation, c'est avec le Malditoff et tout. Bon, dès que vous regardez un antibiotique ou un traitement d'antibiotique possible et tout, si vous arrivez à donner vraiment, mettre le point sur le pathogène, sur après le traitement et sur le suivi du traitement, vous êtes gagnant. Le vétérinaire va gagner énormément de temps. Le patient, je vais dire, donc l'animal va avoir la meilleure solution pour lui, et sans compter l'éleveur ou le propriétaire qui vont être rassurés. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour moi, de pouvoir mettre le doigt le plus rapidement possible sur la bonne solution. Maintenant, on n'a pas des solutions pour tout. Les vétérinaires aimeraient bien avoir un kit, par exemple, qui va dire bactéries, virus. Très rapide, très simple et tout. On me demande ça depuis des années, mais je n'ai pas encore réussi à trouver ce test-là de façon facile, pratique et pas coûteux. Merci en tout cas, Jean-Luc. Merci beaucoup. Olivier, il y a des freins réglementaires, Olivier, qui peuvent être un frein à l'innovation. Mais il y a des alliances qui existent entre le privé et le public. Et ça peut aider à surmonter ces freins. Est-ce que tu aurais, en quelques minutes, alors quand je dis quelques, si tu arrives en moins de 3 minutes, ce serait idéal, à nous présenter quelques exemples concrets, à nous les partager, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Du coup, on a des exemples en tête où le contexte, qu'il soit réglementaire ou sociétal, on pense par exemple à l'antibiothérapie, où finalement l'innovation est un peu bloquée dans le monde vétérinaire. Aujourd'hui, l'innovation, elle est complexe. On est plutôt à essayer de maintenir l'arsenal thérapeutique ou à améliorer l'arsenal existant qu'à l'étendre, donc dans cet exemple-là. Évidemment, on a quand même dans les autres domaines, la chance d'avoir beaucoup d'innovation et beaucoup d'exemples d'initiatives, d'ailleurs souvent à l'initiative du SIMV, pour casser les barrières, pour essayer d'avoir des partenariats publics avec par exemple des équipes de recherche publiques ou les écoles vétérinaires et privées, donc les laboratoires qui développent et puis commercialisent les médicaments. Donc je vais en citer quelques-uns. Le premier qui me vient en tête, c'est le prix des sciences du médicament vétérinaire, qui est un prix qui permet de récompenser le travail de thèse d'un étudiant d'école vétérinaire française chaque année. On peut aussi citer les rencontres de recherche en santé animale, qui ont lieu chaque année dans le cadre du Salon Biofit et qui mettent en relation des porteurs de projets en phase parfois amont ou très amont, et puis des laboratoires pharmaceutiques, souvent adhérents du SIMV. Dans les exemples qu'on peut citer également, alors d'une manière un peu différente, c'est les conseils scientifiques qui peuvent être sollicités par les laboratoires pharmaceutiques auprès des autorités, dans le cadre d'un développement précoce d'un projet de futurs médicaments et qui peuvent permettre de trouver des solutions à un projet qui peut paraître complexe et ne pas l'abandonner dès le début face aux contraintes identifiées.
Et puis enfin, on est obligé de citer, et c'est un très bel outil, hein, le réseau français pour la santé animale, qui cartographie les gaps thérapeutiques, et avec un travail de nombreux partenaires, hein, de publics et privés en santé animale, qui tentent de les résoudre, en tout cas de fermer ces gaps. Alors justement, la France est le premier producteur d'arsenal thérapeutique. On a très peu de gaps thérapeutiques en France. Les gaps sont peu nombreux et il y a un dialogue entre les parties prenantes. J'ai envie de citer entre le SIMV et la NMV, justement, qui est très présent. Est-ce qu'il y a des leviers en France que tu as en tête pour justement stimuler cette innovation ? Alors effectivement, le premier point, il est très intéressant. On ne s'en rend pas forcément compte parce que pour la plupart de nous, on a toujours travaillé en France, mais on a cette chance en France d'avoir un arsenal thérapeutique extrêmement large, pour ne pas dire pléthorique, dans la plupart des espèces. On se rend compte quand on discute avec nos homologues des autres pays, hein, qui envient souvent l'arsenal thérapeutique français. On s'en rend compte aussi avec l'initiative du syndicat, du SIMV, qui a réalisé un observatoire de la vaccination sur les différentes espèces animales, en tout cas les principales espèces animales. Et c'est vrai que quand on étudie le taux des animaux vaccinés pour les différentes maladies, on se rend compte de la largeur de l'offre préventive, pour prendre cet exemple-là, au niveau des vaccins disponibles en France. Et ce, quelles que soient les espèces, d'ailleurs, que ce soit les espèces d'animaux de compagnie ou d'animaux de rente, c'est une vraie chance. Pour autant, il existe des gaps, j'en ai parlé tout à l'heure, très bien référencés dans le RFSA notamment. On se rend compte en regardant ces gaps thérapeutiques qu'en fait, il y a plusieurs catégories de gaps. Il y a les gaps qui sont des gaps très anciens, sur des maladies importantes pour lesquelles on n'arrive pas, on en parlait tout à l'heure, des besoins d'avoir des diagnostics bactériaux et virologiques en même temps. Pour les maladies et les médicaments, que ce soit du préventif ou du curatif, il y a aussi des complexités scientifiques à résoudre et qu'on n'a toujours pas résolues depuis des dizaines d'années. Par exemple, la prévention de certains rétrovirus, pour ne citer que celui-là, hein, il y en a plein d'autres, ou en thérapeutique, des maladies sur lesquelles on est toujours un peu démunis. On se rend compte au final que la plupart des gaps thérapeutiques recensés concernent des espèces mineures ou des pathologies plutôt rares. Ou enfin, une troisième catégorie, c'est un arsenal thérapeutique existant, mais pas optimal, et du coup sur lequel les vétérinaires, à juste titre, aimeraient avoir des solutions plus adaptées à la situation terrain. On peut penser à un manque de praticité, des temps d'attente trop longs, une absence de LMR, etc. Donc, pour ces gaps-là, on peut quand même constater une difficulté, c'est qu'on est sur des marchés limités, avec des potentiels faibles, et on va en parler sans doute tout à l'heure, mais les coûts de recherche et développement, même pour les espèces limitées, restent extrêmement importants et ne permettent malheureusement pas aujourd'hui, au vu de la réglementation actuelle, qu'elle soit française avant et désormais européenne, de répondre facilement à ces gaps thérapeutiques. Donc là, il y a peut-être un sujet, effectivement, de collaboration entre le privé et le public, les autorités, pour trouver des solutions pour répondre efficacement à ces gaps thérapeutiques. Et puis ensuite, je ne vais pas tout citer ce que j'ai cité tout à l'heure, mais les initiatives existantes sont très favorables pour stimuler l'innovation entre les différentes parties prenantes. Merci Olivier. Et n'oublions pas aussi qu'on a parlé des équipes R&D, des équipes réglementaires, mais n'oublions pas aussi le rôle de la collaboration avec les équipes marketing dans les différents laboratoires, qui vont permettre aussi de lever tous ces freins à l'innovation. Je pense que ça, c'est important. Alors, certaines innovations sont parfois arrivées trop précocement sur un marché. Je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça en tant que dans l'industrie. Et ça, je partage aussi ce sentiment. On est arrivé soit parfois trop tôt sur un marché, soit parfois un peu trop tardivement, malheureusement. Alors, c'est facile de le dire après coup, c'est pas simple dans les faits. David, quelles sont, d'après toi, les sources de l'innovation dans l'industrie ?
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. L'innovation, c'est un peu notre quotidien et notre mission un peu dans les entreprises. J'aime bien dire que c'est un pari réussi. On espère la plupart du temps. L'innovation, parfois c'est un pari perdu. On a tous connu dans nos entreprises des projets qui se sont soit arrêtés faute de résultats, soit qui sont allés au bout et finalement le marché n'existait plus. Moi, je l'ai connu en tant que marketeur sur un produit qui a mis 10 ans de développement et on ne l'a jamais lancé parce qu'il n'y avait plus le marché en fait. Il y a des vraies questions de rentabilité et de profit et de marché finalement atteignables. Peut-être juste, avant de parler des sources, les innovations, la définition d'innovation, elle est très très large. Donc moi, j'aime bien dire que c'est un pari réussi quand ça marche bien. L'innovation, il y a plein de définitions possibles, plein de types possibles. En ce qui nous concerne, je crois qu'on a vraiment 2 grands axes. On a l'innovation incrémentale, donc c'est comment apporter un peu plus de valeur sur nos produits existants. Et puis, quand on a de la chance, on arrive à de l'innovation de rupture, l'innovation plus radicale, qui nous permet d'ouvrir de nouveaux marchés ou de changer un peu la donne sur les marchés. Donc, c'est pas toujours le cas. Mais derrière tout ça, pour revenir un peu sur le sujet, l'objectif qu'on a tous, c'est d'augmenter les super pouvoirs du veto. Le veto, il a déjà des super pouvoirs en soi. Et donc, avec notre arsenal thérapeutique, dont on sait qu'il est excellent, l'idée, c'est de continuer à augmenter ces super pouvoirs-là. Alors, si je reviens à ta question sur les sources, et je vais faire aussi vite que possible, moi, je vois peut-être 2 catégories. Il y a l'innovation qui prend sa source en interne. Tu l'as mentionné juste en intro, là, sur le fait qu'on a nos équipes marketing, techniques et les équipes R&D. Tout le monde bosse en bonne intelligence pour essayer d'identifier les besoins du marché. C'est comme ça que ça fonctionne, l'innovation dans nos entreprises. On essaie de répondre aux attentes du terrain. On aime bien essayer de trouver les cailloux dans les chaussures des praticiens pour essayer d'y répondre. C'est souvent comme ça que l'innovation se fait. Les besoins des vétos, aujourd'hui, c'est quoi? C'est toujours de mieux traiter, les super pouvoirs pour mieux traiter effectivement les animaux. Donc on a parlé de plein de cas de figure, les anticorps monoclonaux, par exemple, c'est une vraie révolution dans les traitements. Mieux protéger, un sujet que j'aime bien, c'est la leishmaniose. On a vu au fil du temps arriver l'usage des antiparasitaires et puis des vaccins et puis aujourd'hui des traitements. Donc on a vraiment un arsenal aujourd'hui qui permet de contrôler cette maladie qui est toujours un peu problématique. Mieux détecter, ça a été dit largement par Claire et par Raphaël, le diagnostic et puis par Jean-Luc évidemment, c'est vraiment crucial. Et puis il y a quelque chose qui émerge aujourd'hui de mon point de vue, de notre point de vue, puisqu'on l'a bossé en groupe communication, c'est l'accompagnement en fait des possesseurs d'animaux, animaux de compagnie ou éleveurs. C'est comment on arrive à optimiser ce triangle, la triangulation entre le vétérinaire, l'animal et son possesseur. Et ça, on le fait à travers des tas d'approches. Alors, je ne vais pas faire des exemples pour tout, parce que ça a déjà un petit peu évoqué, puis on n'a pas trop le temps, mais l'observance, c'est un driver important de l'innovation. La galénique, avec le marché du chat qui s'est développé, il y a plein de galéniques chats qui sont apparus sur le marché. Donc ça nous engage, nous, à apporter des solutions quand il n'y en a pas. Des différents protocoles, aujourd'hui on l'a évoqué, il y a des traitements d'antibio autres qui se donnent 1 fois par semaine. Donc ça, c'est une vraie révolution quand on a des animaux compliqués. Et puis émergent aussi de plus en plus des innovations autour des services et de la technologie. Donc des services pour faciliter la vie du propriétaire ou de l'éleveur, donc des services de rappel, des services divers et variés, pour faciliter le quotidien de tout le monde. Et puis la technologie, on est un certain nombre de labos aujourd'hui à avoir des activités de développement de technologie, je crois que Raphaël y a fait allusion tout à l'heure, pour effectivement continuer à optimiser cette relation à 3, si j'ose dire, entre l'animal, le vétérinaire et le propriétaire. Et puis ça, c'est pour l'interne, c'est ce qu'on travaille nous au quotidien. Je pense, Olivier, tu pourrais en témoigner aussi, j'espère. Et puis sinon, il y a des sources qui sont externes. Donc il y a des sources externes qui sont des opportunités, d'autres qui sont des contraintes, mais dont on fait des opportunités. Alors peut-être qu'on peut mentionner les produits qui existent en humaine, qu'on adapte en veto, tu l'avais évoqué tout à l'heure, ça c'est une opportunité externe. Les collaborations que Olivier a évoquées entre le public et le privé, enfin toutes ces startups auxquelles on a accès via notamment les actions du SIMV. Et puis il y a des externalités contraires sur lesquelles on essaie de trouver des solutions. Le plan éco-antibio a été un vrai booster pour développer des nouvelles solutions vaccinales, pour switcher du traitement à la prévention. On a tous vécu ça. Et puis de plus en plus aujourd'hui, effectivement, le bien-être animal, toutes les demandes sociétales en fait, où on a des demandes très claires de la société, des propriétaires d'animaux, pour apporter des solutions. Le One Health, une seule santé, en est un autre exemple où, voilà, nous, en tant que marketeurs, que créateurs en fait, de valeur ajoutée, on se penche sur ces sujets-là pour améliorer le quotidien des praticiens. J'ai une dernière question qui n'est pas facile. Vas-y. Quelles données chiffrées tu pourrais nous partager sur le coût et la durée de l'innovation? Alors, ça dépend. Alors, attention, parce qu'on va avoir un discours après de Normand. Alors,
quelques exemples généraux, parce qu'on ne va pas demander des exemples précis, bien entendu. Mais après, il y a même des infos sur du SIMV, en fait, qui abordent ces points-là, le coût et le temps qu'il faut pour de l'innovation. Le coût, on sait très bien, comme c'est un pari, comme c'est pas un retour sur investissement immédiat, on part sur 10 ans. Alors, on parle plus de 7 ans maintenant, et on sait qu'il y a des process accélérés aussi avec les ATU, où il y a des approches plus rapides, on l'a vu sur les vaccins aviaires. Mais voilà, le temps à peu près, nous on est sur un nouveau produit, on est sur entre 7 et 10 ans. Je peux témoigner aujourd'hui qu'on vient de sortir un produit qui a mis 25 ans à se développer. Ça fait 25 ans que nos équipes y travaillent, mais on pense que c'est une telle innovation que ça valait la peine de continuer à chercher le point clé de ce produit. Et puis en termes de coûts, après on sait que c'est au-delà de plusieurs millions d'euros. Après entre 1, 2, 3, 10, ça dépend aussi du temps qu'on y met, ça dépend de l'enjeu, ça dépend de la complexité du produit. Donc le temps, la durée et le coût, c'est très très variable. Mais je pense qu'on est à peu près sur ces ordres de grandeur-là. Donc ce sont des vrais paris, encore une fois. C'est peut-être le message que moi je veux faire passer, c'est que l'innovation, c'est un pari. Et c'est un pari, oui. Et puis parfois, c'est un pari, même quand une innovation vient... On est dans des sociétés parfois globales. Une innovation vient du global et on veut l'adapter en Europe. Et le timing n'est pas toujours le bon. Oui, il y a plein d'autres malheureusement, il y a d'autres facteurs auxquels on peut être confronté. Et voilà. Mais il y a 25 ans, je n'étais pas née. Non, je plaisante. En tout cas, merci à tous les trois pour ce partage qui était très intéressant. Clairement, je suis désolée, on a un peu dépassé le timing, mais en tout cas, c'est l'occasion de vous remercier tous pour vos partages. Christophe Degers, bien sûr, pour cette partie historique. Claire, Annick et Raphaël pour cette table ronde avec des retours de terrain. Bien entendu aussi, donc Jean-Luc Olivier, David. Je finirai par une citation, vous aurez compris que j'aime bien les citations, d'un des industriels français les plus connus en agroalimentaire. Alors, je n'ai pas donné le nom de la société, mais vous l'aurez reconnu, il s'agit du fondateur du groupe Danone. L'innovation, c'est une alliance entre la recherche, le marketing, l'instinct, l'imagination, le produit, mais aussi le courage industriel. Et je voulais finir par cette phrase pour vous dire bravo à tous. Acteurs de la santé animale ici présents, vous innovez chaque jour à vos équipes. Et l'occasion de dire aussi bravo au SIMV de vous défendre et de vous soutenir dans tous ces efforts. En synthèse, courage, innovons. Et je laisse le mot de la fin à Jean-Louis Hinault. Bravo. Merci beaucoup pour cette animation, cette conférence, toujours tenue dans les temps. Moi, j'ai beaucoup appris, et notamment au fait que finalement, on a vu que c'était le veto aussi l'acteur principal de l'innovation. J'ai retenu quatre mots, finalement. Le premier, c'est le veto informateur. Parce que si on connaît le rôle du vétérinaire à l'égard de ses clients, et il y avait il y a quelque temps une conférence sur la contractualisation qui montrait que l'intervention du veto amenait à la prévention et amenait au revenu des éleveurs. On voit bien aussi que l'information remonte à nos entreprises, aussi bien vers les gaps thérapeutiques qui ont été cités, la cartographie du réseau français pour la santé animale, que dans le taux de vaccination avec l'Observatoire de la vaccination. Donc on voit bien qu'on a d'abord un vétérinaire informateur. Et la liaison entre l'aval et l'amont, ce rôle-là du vétérinaire est clé en matière d'innovation. Le deuxième que j'ai entendu, c'est le vétérinaire collaborateur. Ça a été dit à plusieurs reprises avec l'arrivée de la data, des données. Et on voit que le vétérinaire qui, jusqu'il y a peu, avait le monopole de faire parler l'animal, se retrouve finalement avec un animal communicant. Et il doit partager cette information avec les propriétaires, les éleveurs. Et il se retrouve dans une attitude qui est moins monopolistique et plus collaborative. J'ai entendu aussi le mot veto que j'appellerais préservateur. À plusieurs reprises, on a souligné que 3000 kits de diagnostic, 3000 médicaments vétérinaires, pour simplifier, nous plaçaient dans une situation très privilégiée. Et on voit bien que le rôle du vétérinaire, c'est aujourd'hui de préserver, par sa pratique, cette chance que nous avons
au service de la santé animale. Donc finalement, c'est du mieux prescrire, c'est la bonne pratique vétérinaire qui est au cœur de la préservation de ces atouts. Et puis je reviendrai pour terminer par le mot prédateur qu'a utilisé Christophe en introduction. Nous avons un veto prédateur de l'innovation. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette idée selon laquelle c'est la façon dont le vétérinaire va s'approprier l'innovation qui le placera au cœur de ce nouveau système. Voilà, merci beaucoup. Et je vous invite à poursuivre ces échanges autour d'un buffet de l'autre côté. Merci encore.